Bienvenue dans la Guilde, le podcast qui booste vos compétences en Quality Engineering. Je suis Jean-François Frézy, expert en Quality Engineering et passionné par la transmission des savoirs. Chaque semaine, je te partage des astuces pour transformer ta façon de travailler en Quality Engineering. Installe-toi bien, on est parti pour un nouvel épisode rempli de conseils concrets. N'oublie pas de t'inscrire à ma newsletter pour recevoir du contenu exclusif et ne rien rater. Chaque semaine, je te livre des méthodes actionnables, des outils efficaces et des stratégies sur les meilleures pratiques du moment, avec des formats courts, pratiques et accessibles à tous. Alors abonne-toi maintenant pour ne rien rater. Bonjour et bienvenue sur la Guilde. Aujourd'hui, une mini-série avec un thème un peu particulier. On va parler de la QA, mais avec un nouvel angle. Le QA comme le psychologue de projet. Ce sujet m'a été proposé par l'excellente Imen Naguez, qui est test manager expérimenté, et je trouvais ça intéressant pour cette mini-série. Bonjour Imen, ravi d'être avec toi aujourd'hui. Bonjour Jean-François, merci pour l'invitation. Alors, avant de rentrer dans le sujet et de parler vraiment de pourquoi le QA est un psychologue de projet, pas un psychologue de vie, on va faire une petite image là-dessus. Est-ce que tu peux nous décrire un peu ton parcours et ce qui nous amène à te parler du QA comme un psychologue? Alors, je suis Iman Nakes, test manager depuis plusieurs années. La plupart, j'ai toujours travaillé dans des environnements complexes, là où il y a toujours des enjeux très forts et une pression constante. Mon rôle, c'est toujours de sécuriser les projets, d'organiser les tests, de chercher les bonnes pratiques, de mettre en place la stratégie de test. Mais au fil du temps, je me rends compte à chaque fois que c'est pas le code qui casse ou c'est l'organisation qui impacte, mais c'est plutôt l'alignement humain. Et ce qu'on teste, c'est plutôt très humain et on cherche à comprendre le contexte et les personnes qui travaillent sur le sujet, les utilisateurs, pour mieux accompagner la qualité. D'où l'idée de psychologue des projets que je vois très pertinent dans le sens de la bonne gestion de test. Oui, c'est vrai, il y a ce côté un peu, il faut avoir de la psychologie et un peu être le psychologue du projet et des équipes. Et c'est vrai, on a un peu ce rôle qui peut être un peu invisible du QA, qui doit être là pour accompagner aussi. On doit observer, mais pas forcément juger. Oui. C'est parce que le Et jugement est facile et peut être hâtif, donc il faut faire oui, attention. Et aussi cette notion, quand on préparait l'épisode, tu me disais, bon, on est beaucoup dans l'écoute oui, de ce qui est dit, mais aussi des non-dits. des Nantes. Et ça, c'est intéressant. Bon, le QA, moi, je dis souvent, c'est le question asker. Donc, on a ce côté après, de pouvoir poser les questions, des fois qui piquent un peu, qui font mal, Exactement. mais qui met en lumière, justement, ces non-dits. Donc, qu'est-ce que tu vois, toi, comme qualité chez un QA qui peut se rapprocher, d'un psychologue? Poser les bonnes questions. Ouais. Ne pas s'arrêter sur ce qui est dit, comme tu viens de le dire, Jean-François. C'est plutôt de chercher ce qui est non dit, effectivement. C'est là où on trouve les anomalies. Là, j'étais dans un point avec des experts métiers et je posais une question sur l'écran qu'ils affichaient, mais il n'y avait pas de réponse. Ils n'ont même pas vu qu'il y a un petit champ qui s'affiche. Et on n'a même pas parlé pendant la démo et je posais la question, oui, ce champ, est-ce qu'il sera pré-rempli ou pas? Donc, qu'est-ce qui se passe? Et là, j'ai vu des confusions des réponses. Et là, ça montre en fait le rôle de QA. C'est qu'on est là, c'est chercher de poser des questions sur les petits coins. C'est là où vraiment on va rater des bugs. Donc, à part aussi, il y a la posture d'être calme, d'être pédagogue aussi pour accompagner en mieux, de ne pas juger et d'essayer d'être très pragmatique en mode parfois je dis politique, mais vraiment c'est pas politique, mais c'est vraiment la diplomatie
pour passer un message, pour annoncer une mauvaise nouvelle, entre guillemets, alors que la mauvaise nouvelle, pour moi, c'est pas l'anomalie. La mauvaise nouvelle, c'est ce qui s'est passé, ce qui a causé la- l'anomalie. Et la plupart du temps, on voit, ah oui, c'est une anomalie, et là, on voit beaucoup de tension. Donc, le QA, il doit être capable à absorber cette tension et de faire face et de montrer la valeur derrière et qu'est-ce qu'on apprend. En fait, il remplace tout ce qui est problématique à une opportunité. Et je le vois toujours, c'est dans le rôle de QA. On le voit dans les sessions de rétro. Le QA, il est là pour apporter des améliorations, mais on trouve d'autres personnes, dont des intervenants qui interviennent sur d'autres des petits détails sur un sprint, sur les story points, sur des gestions plutôt techniques. Et on trouve le QA qui cherche plutôt l'amélioration continue. Pour moi, il doit avoir cette compétence pour faire face à, et pour mieux proposer en fait cette amélioration parce qu'on est dans la qualité. C'est pas seulement tester, c'est pas seulement dans dans l'exécution, mais plutôt dans l'amélioration continue qui s'inscrit principalement dans le système de management de qualité. Ouais. Moi, je vois aussi un autre point. Je trouve ça très Yes. intéressant ce que tu m'as dit. C'est aussi, on a cette capacité, qu'ont aussi les psychologues à reformuler pour, déjà, d'une part, s'assurer qu'on a C'est vrai. bien compris ce qu'on nous a dit, mais aussi qui Oui, met en lumière peut-être un trou dans la raquette ou une oui, problématique qu'il faut creuser. Je trouve ça ton parallèle intéressant parce que souvent, voilà, moi j'aime bien quand on me dit quelque chose de me l'approprier, de le dire avec mes propres termes, pour être sûr que j'ai bien compris le geste métier, l'objectif, le risque associé. Et je trouve que c'est voilà, c'est vraiment intéressant dans le parallèle. Je sais pas ce que tu en penses. oui. Là, ça doit être un scénariste qui sait mettre l'image d'un scénario tout simple ou une anomalie ou une situation ou une question dans son contexte avec un scénario de bout en bout. C'est pas on clique, on fait, on fait. Mais imaginons que l'utilisateur, il pense que il y a ça. Qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui va se passer derrière? Et là, on va traduire, au fait. On va traduire ce mécanisme, ce qu'ils ont dit, ce qu'ils ont expliqué techniquement, base de données, des flux batch, des scénarios, le PO qui vient, là, il y a une règle métier qui arrive, il faut prendre en considération ces détails-là. Et là, c'est le rôle de QI qui va venir avec son scénario. C'est pour cela on parle trop maintenant, et heureusement, des tres amigos. Ce que je dis toujours pendant cette session, c'est le QI qui prend le partage, c'est le QI qui va rédiger. Comme ça, on les laisse discuter entre eux et après, on reformalise et on écrit avec eux le scénario devant eux et on les met en position d'un utilisateur final. Alors, étant Bah, donné que sur ça, tu as l'utilisateur, raison. C'est le QA qui il doit pas, ça doit être celui qui doit le moins parler. Trop souvent, dans Trois Amigos, on voit que c'est lui qui parle le plus, mais c'est vrai que lui doit poser la question et les autres doivent parler. Je trouve que exactement. c'est des sessions, je dirais pas plus efficaces, mais au moins plus dynamiques. Et au moins, on est sûr que tout le monde a participé de façon active. Moi, j'aime bien ce que tu as dit tout à l'heure sur le bug. Tu dis, ouais, l'alarme, c'est pas le bug. C'est pour moi, si on fait toujours le parallèle, c'est ton symptôme. Mais Oui, ça t'explique pas pourquoi. Voilà. T'as de la fièvre, c'est ton symptôme. On sait oui, pas si c'est le Covid ou un état passager de fatigue générale ou une autre maladie. On ne peut pas oui, savoir juste comme ça. Donc le but, c'est de regarder un peu ce malaise plus profond. Et souvent, on voit les problèmes comme des problèmes techniques, mais on oublie qu'en face de nous, on a des êtres humains et qu'on a souvent des problèmes, des fois, de communication, d'alignement, de compréhension. Le problème technique, oui, il met en avant tous ces oui, problèmes qui sont des problèmes aussi humains qu'il faut aussi traiter. Alors, le QA tout seul ne va pas régler tous les problèmes humains de tout le monde, oui, on n'est pas là. Mais alors, il faut savoir que ça fait partie du contexte dans lequel on travaille dans une équipe. C'est que, ben, il y a des individus avec leurs filtres, leurs perceptions, leurs compétences techniques qui font que ça va jouer sur comment ils comprennent un sujet, comment ils vont le délivrer et la qualité qui va être perçue par la suite. exactement. Je trouve ça très, très intéressant. Moi, j'aime bien, en fait, ce, ce parallèle
que tu nous proposes, Imen. Je sais pas si ça fait écho aussi pour vous, à ceux qui nous écoutent. En tout cas, moi, ça le fait. Donc, je suis très intéressé par ce sujet-là. On va avoir d'autres épisodes sur lesquels on va pouvoir développer ce sujet-là. Notamment dans le 2e épisode, on va parler aussi de la psychologie, mais cette fois des utilisateurs. Et de se dire, est-ce que tester, c'est pas un peu se mettre à la place de quelqu'un d'autre et de comprendre sa psychologie. Donc on va faire ça dans le 2e épisode. Je te remercie, Imen, pour cet épisode introductif, cette comparaison avec le psychologue. Je vous dis à très bientôt dans le 2e épisode de cette mini-série sur la psychologie en tant que QA. Merci d'avoir écouté cet épisode. C'est grâce à toi que la guilde continue de grandir. Si tu as aimé, n'hésite pas à partager autour de toi et à laisser un avis 5 étoiles sur ta plateforme préférée. Je te donne rendez-vous au prochain épisode avec encore plus de conseils pour booster tes compétences.